Bonsoir à tous pour le 11e épisode de Pop émission de la team Scopcast. Et ce soir, je ne suis pas avec Zouzou comme d'habitude, je suis avec Fwenza qui nous a déjà rejoint pour les précédentes émissions. J'espère que tu vas bien, Fwenza. Comment ça va ? Super. Eh ben ça va très bien, merci pour l'invitation, Lazzaretto. Je vais très bien, merci. Merci à toi. Non, en vrai, content pour te présenter 2 albums ce soir, de parler de street ensemble et puis d'écouter ton allocution sur un certain David Fincher. Ton allocution. Voilà, Ouais, un beau programme ce soir. Donc ce soir, on s'est collé à une petite règle. On enregistre cette émission le 29 décembre 2023. D'après mes calculs, dans moins de 3 jours, c'est 2024. Donc on s'est tenu à faire que des œuvres qui sont sorties cette année 2023. Et j'ai un stylo à la main parce que c'est très sérieux ce que je raconte. Donc on va vous parler de 4 œuvres, toutes confondues. Il y a films, albums et jeux vidéo sortis en 2023. C'était la petite règle qu'on s'est donnée. Et du coup c'est cool parce que ça tombe sur des super trucs cette année. Et avant d'enchaîner sur le programme, je vais te demander du coup, qu'est-ce que tu kiffes en ce moment là ? Tu regardes quoi comme film ? Est-ce que tu regardes une série particulière ? Tu joues à des trucs ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah figure-toi que j'ai arrêté The Wire déjà, pour commencer. Enfin j'ai stoppé pour le moment, il faudrait que je reprenne ça, mais voilà. Sinon, ouais, en lecture, je viens juste de commencer Jojo, mon petit frère là qui m'a prêté les 5 tomes il y a 3 jours. Donc je vais tester ça, je vais voir. Il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est bien. Donc on va lire ça. Et puis il y a côté YouTube, je suis en train d'éplucher en ce moment une chaîne sur le hip-hop. En fait, il y a un mec qui s'amuse à republier des vieux clips des années 90 via l'IA. Ah ouais. Et il les rend en 60 FPS, tu vois. Ce qui fait que les clips sont super de bonne qualité, 60 FPS, etc. Et c'est Hip Hop History Guy. Je vais me mettre le lien dans le. On le mettra dans la description. Le chat si ça vous intéresse. Yes. Ok. Stylé de ouf. Vas-y, mets-le dans le chat. Ah, bah, parfait. Et du coup, ouais, vidéo super carrée. Il y a un peu de tout. Il y a du gangstar. Il y a vraiment de tout. Tout et rien. Et c'est vraiment cool. Non mais l'IA, laisse tomber pour la vidéo, ça va être une dinguerie. Et le mec qui a pas trop de vues pour le moment. Allez, go. Les gens ne se sont pas encore rendu compte de la dinguerie de la chaîne, je pense. Putain, le jour où on pourra regarder les bronzés 1 en 8K. Oh là là. Non, en vrai, blague à part, avec l'IA, on va pouvoir se faire des. T'as pas aimé la fin de Titanic ? Tu veux que ce soit Ross qui coule à la place de Jack ? Vas-y, génère-moi la vidéo. En tout cas, c'est cool, j'irai voir ça. J'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi pour des clips d'autres artistes stylés. Ouais, 90, ouais, tu vois, Dépêche Mode par exemple. Ah, Dépêche Mode. Dépêche Mode, ah putain, Dépêche Mode, il y a des clips même honteux. Faut même pas les regarder. Il y a un clip où ils sont dans un poulailler avec des poules là en 82 de See You, t'as envie de crever. Mais même Radiohead ont des beaux clips avec une mauvaise qualité dans le début de leur carrière. Après le rock, je trouve ça vieillit. Ouais. C'est un peu Des fois c'était un peu volontaire aussi, les clips MTV là, d'avoir une qualité un peu dégueu, ça donne du cachet. Mais quand c'est des clips plus cinématographiques comme il y a eu souvent dans le hip hop et tout, ça peut être intéressant, clairement. Clairement. Bah cool, ok, c'est cool, c'est une bonne activité de regarder des clips remasterisés. Ouais. Je valide ton activité du moment. Et puis moi de mon côté, qu'est-ce que je fais en ce moment ? Moi je tank un maximum, j'en parlerai à la fin du stream, mais j'ai énormément de sorties en février. Donc là je me suis remis à Grand Theft Auto 5 online, on se marre bien sur le online avec ma copine aussi. Et j'ai essayé de me remettre à Red Dead Online, mais le jeu plante trop, donc c'est insupportable, je suis dégoûté. Et ta voisine qui se plaint énormément de tes sessions sur GTA actuellement. Alors j'explique l'anecdote, je jouais avec Fwenza et son ami Tim à GTA, et ces bâtards ils avaient dans leur soundbox un son de clac clac clac, on tape au mur, et toute la soirée avec ma copine on a cru que c'était la voisine qui se plaignait alors qu'en fait c'était dans mon casque depuis le début. Donc super blague, bravo, super, j'ai fait même aller m'excuser en sonnant à la porte de la voisine, on aurait dit mais qu'est-ce qu'il raconte, il est trop con. Et peut-être qu'elle m'aurait dit oui, par contre j'en profite, c'est vrai que samedi dernier les poubelles machin. Mais voilà, donc c'était très rigolo quand on s'est aperçu de ça hier soir, 24 heures après. Mais sinon voilà, donc Red Dead, j'étais en ligne, j'essaye d'avancer sur Star Ocean que je trouve vraiment cool là, le remaster du dernier qui est sorti.
Et puis à quoi je joue d'autre, je me suis remis un peu FF14. En fait, je tank un peu des jeux un peu MMO long en ligne en attendant le gros mois de février. Et j'ai terminé le Yakuza Gaiden que j'ai adoré, qui est très court, hein. Franchement il se termine en 15-20 heures en ligne droite. Ah oui, c'est c'est le jeu Yakuza très court là. C'est bien, il est bien ou Ah, il est vraiment bien. Bah, moi je trouve qu'il est donc tu retrouves Kiryu mais avec un gameplay plus moderne à la Judgment. Déjà c'est cool et après il est très court parce qu'à la base c'était censé être un DLC. Ils en ont fait un jeu complet, mais il y a le système d'arène des combats il y a des combats très compliqués. Vraiment assez exigeant, moi j'aime bien. Et après je trouve l'aventure, c'est le quartier de... C'est Osaka je crois. Oui, c'est les quartiers d'Osaka que t'as déjà dans quelques Yakuza, donc le quartier est très petit. Donc tu fais très vite le tour du jeu. Après le contenu annexe c'est marrant, c'est un système d'agence qui a plein de données service à plein de petits habitants dans la ville. Donc en fait t'as un gars, il cherche son bento qu'il a perdu, tu fais 2 pas et tu le retrouves, etc. Donc c'est un peu des trucs assez rapides. Et il y a un mini-jeu de mini-voiture qui est incroyable. Alors je sais pas s'il était dans les anciens Yakuza, mais c'est vraiment des mini-circuits, donc tu customises ta petite... en fait tu customises ta petite voiture. Tu sais, tes petites voitures de circuit téléguidées, elle se met sur un circuit et tu dois analyser la course et tu peux mettre des boosts. Et c'est trop drôle, j'ai passé 4 heures sur cette merde. Je pense qu'ils avaient mis ça dans le 5 ou le 4 ou le 5 je crois. Il y avait une activité comme ça pas mal. Et ouais. Angry Beaver. Je pense que j'attendrai une solde pour le jeu, tu vois. Ouais, il est bien. Après clairement, il est bien. Il est vendu à 40 balles, je crois, donc ils l'ont pas vendu plein pot, ce qui est normal, parce que j'aurais trouvé ça assez honteux, parce que le jeu est très court par rapport... Ouais. Mais il vaut plus ses 40 balles que 3/4 des AAA qu'en valent 60, tu vois. Mais il est vraiment bien. Ouais. Vraiment cool. Ok. Et puis ça clôture bien cet arc narratif et on voit ce qui se passait côté Kiryu pendant Yakuza 7, donc ça c'est intéressant aussi. Il carbure pas mal en ce moment les studios Ryuga Kotoku là, et en fait j'ai peur qu'à un moment donné les gens se lassent, commencent à se lasser un peu, tu vois. Il y a le 7 qui est sorti récemment, il y a le Gaiden, il y a le JRPG aussi là. Les mecs ils ont intérêt de se renouveler en fait, je pense, à un moment donné. Je trouve que là ils font un gros effort avec celui qui va sortir, parce qu'il va se passer à Hawaï, donc ça va peut-être déjà, il va y avoir un choc des cultures, etc. Mais comme tu dis, on verra. J'en parlerai à la fin du stream, parce qu'on va parler de ce qu'on attend, et je vais beaucoup parler de Yakuza. Mais en tout cas, voilà, c'est mes activités du moment. Je tank au maximum le mois de février qui arrive, et je profite à mort de la Rogue Ally. Je vous referai une petite review après un mois d'utilisation intense de 20 heures par jour. Mais je trouve c'est un petit bijou cette console, vraiment, ça me change complètement ma manière de faire du jeu. Donc c'est trop cool. Et oui, il est dans le Game Pass, on nous précise dans le chat, le Yakuza Gaiden, si vous voulez dépenser 10 il est dans le Game Pass. Il est dans le Game Pass. Il y a tous les Yakuza, je crois, dans le Game Pass. Je sais même pas si le 8 sera pas dessus à sa sortie, je sais pas, ce serait cool, mais on verra. Voilà, cool. Écoutez, vous voulez qu'on passe à la première œuvre de ce stream, et je vais vous parler de The Killer. The Killer, qu'est-ce que c'est The Killer? C'est incroyable. The Killer, c'est un film qui est disponible sur Netflix, qui est sorti le 10 novembre. Voilà, donc c'est vraiment un film qui est sorti il y a un peu moins de 2 mois, donc il est très très récent. Et c'est bien sûr le dernier film de David Fincher. David Fincher qui est mon réalisateur préféré, qui est aussi le réalisateur préféré de Zouzou, donc je pense qu'il en aurait parlé ce soir s'il avait été là. Donc j'espère que je vais rendre honneur à la critique. Qui va pas être en mode ils auraient plutôt dit ça, machin. On verra ce qu'il en pense. Je vais essayer de faire ça bien. Donc The Killer, c'est une adaptation d'une bande dessinée de Luc Jacamon et de Mats qui avait écrit la BD. Je sais pas si tu connais ces deux auteurs de BD, mais c'est écrit par Mats et dessiné par Luc Jacamon. Donc c'est une BD Frenchouille qui s'appelle Le Tueur, et David Fincher a voulu l'adapter. Alors David Fincher, c'est un gars qui adapte énormément des bouquins, il fait quasiment que ça. Il adapte des bandes dessinées, surtout des bouquins, et là il a adapté une bande dessinée. Et David Fincher, je fais une rétrospective rapide pour ceux qui ne voient pas qui c'est le gars qui a réalisé Alien 3, ça s'est très mal passé, le film a eu des critiques mitigées parce qu'on lui a fait reshoot des plans pendant le film, on lui a changé le scénario pendant le tournage, bon c'était une catastrophe. Il a quand même pas abandonné et il nous a pondu quelques années après le film Seven, un des plus grands trailers, je pense, psychologiques de tous les temps que quasiment tout le monde a vu. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, allez-y. Il a aussi sorti un petit film indépendant pas très connu qui s'appelle Fight Club.
Voilà, donc toujours des grands films, qu'on aime ou pas Fight Club, c'est quand même un film qui a marqué son époque. Il a sorti The Game, qui est incroyable, Panic Room, Zodiac, qui est mon film préféré de tous les temps, L'étrange histoire de Benjamin Button, The Social Network, mon deuxième film préféré de tous les temps, Millennium, remake de The Girl with the Dragon Tattoo, enfin de Millennium, la série de films qui existait déjà, Gone Girl, son dernier film au cinéma en 2014, je précise, parce que depuis 2014, depuis la sortie de Gone Girl, qui est aussi un putain de chef-d'œuvre, David Fincher a eu beaucoup de déboires avec Hollywood. Il a voulu adapter 20 000 lieues sous les mers, on lui a coupé le budget sous l'herbe. Il a voulu adapter plein de films, on lui a dit non. Il en a eu plein le cul, Fincher. Il a dit ok, on se fout de ma gueule à Hollywood, moi je vais aller voir ce qui se passe côté Netflix. Et il a eu un gros chèque de Netflix, d'une somme, je pense, faramineuse, où il a un contrat d'exclusivité sur ses films avec eux. Donc c'est-à-dire que tous les projets de Fincher depuis 2014 sont sortis sur Netflix. Il avait déjà travaillé avec eux en 2013 pour la série House of Cards. Il était réalisateur du pilote et producteur exécutif. Ensuite, il a sorti la série Mindhunter en 2017. J'en ai déjà parlé. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y aura peut-être jamais de saison 3, mais en tout cas, la série est incroyable à regarder sur Netflix toujours. Il a produit et réalisé des épisodes de Love, Death and Robots. Je sais pas si tu connais, c'est une série d'animation où ils ont confié sur le thème de l'amour, des robots et de la mort, en gros. Donc t'as des films, c'est des courts-métrages de science-fiction qui sont confiés à plein de studios différents dans le monde, qui se parlent pas forcément entre eux, et qui sortent un épisode, et t'as plein de petites histoires, tu vois. Et t'as des épisodes vraiment en mode Pixar, des épisodes en mode bande dessinée bizarre, des modes en mode très expérimental, animation 3D chelou. T'as des trucs dessinés en mode manga, tu vois, t'as plein de styles d'animation, c'est trop cool. Il en a réalisé quelques-uns et produit. Et il a sorti Mank en 2020. Mank, qui est un film sur l'écriture de Citizen Kane, un script de son papa qui voulait adapter à l'écran depuis très longtemps et qu'il a pu faire avec Netflix. C'est un film qui a coûté très cher, qui a pas très bien marché, et que moi je trouve pas phénoménal, mais qui est quand même sympa à voir. Et là il revient avec, j'en arrive à The Killer, qui est un peu le retour de Fincher à son premier amour, parce qu'on est sur un pur film avec un psychopathe qui traque des gens pour les tuer, et dans une ambiance très froide et très fincherienne, si on pouvait utiliser ce terme-là, parce que je pense qu'il le mérite d'avoir son propre terme au cinéma. De quoi parle ? Je vais vous parler de quoi parle le film déjà. Le scénario, il tient sur ça de papier. Vous ouvrez un document texte, vous écrivez en Arial 48, en 4 mots vous avez le scénario. C'est un tueur à gages qui tue depuis des années. Il fait des contrats, tout se passe nickel pour lui, il est très fort dans son métier. Et au début du film, vraiment dans les 10 premières minutes du film, il va pour la première fois de sa vie faire une erreur et rater la cible qu'il est censé tuer. Du coup, les clients vont pas être contents, ils vont essayer de le tuer pour se venger, et du coup, lui va essayer de les retrouver avant qu'il se venge, et c'est un petit peu une traque d'hommes, donc il va traquer ses clients pour remonter la chaîne alimentaire et tous les tuer un par un pour être libéré de cette embrouille, quoi. Le scénario est super simple, on est sur une histoire de vengeance la plus simple possible, donc vous attendez pas à avoir un scénario ultra compliqué et tout. Là où le film est très fort, c'est que le scénario est simple, mais David Fincher, c'est ce qu'il aime faire. Il utilise sa mise en scène, qui est pour moi une des plus intéressantes d'Hollywood depuis très longtemps, même de l'histoire du cinéma, pour rendre un truc très simple, superbe à regarder, et avec un fond d'une richesse incroyable. Première scène du film, c'est pour moi la meilleure scène, ça dure 10-15 minutes. C'est donc, j'ai pas précisé, c'est Michael Fassbender qui joue le rôle du personnage principal, c'est quasiment un des rares acteurs que vous verrez dans le film, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait on le suit lui en train de préparer son plan avec sa voix off qui arrête pas de parler tout le temps. C'est vraiment sa voix off à lui, il parle très peu aux gens en face de lui, c'est vraiment sa voix off, c'est lui qui réfléchit, on est dans sa tête quoi, on vit vraiment dans son cerveau, dans sa pensée, et il prépare son meurtre. Donc il est dans une pièce vide à Paris, il a son gun qui est prêt, son sniper, il a sa brosse à dents, son petit sac, c'est tout ce qu'il a, il dort sur une table toute dure là, et le gars on voit qu'il est là depuis des jours, et il passe sa journée à traquer la fenêtre. Il descend dans la rue, se commande un truc à bouffer, il reste sur le banc devant la fenêtre, il remonte, le mec fait ça tout le temps, tu vois, il passe sa vie à regarder la fenêtre. Il a une montre chronométrée au millimètre, où quand il s'endort, ça le réveille toutes les 20 minutes, il regarde la fenêtre, il n'y a rien, il se recouche de l'autre côté, il se réveille toutes les 20 minutes, il n'y a rien, etc. Donc le gars, il a une vie incroyablement carrée et chronométrée. Et David Fincher... C'est un espèce de Léon, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et David Fincher te montre ça avec une mise en scène. Je te jure, les 15 premières minutes du film, il n'y a que lui pour moi qui arrive avec très peu de dialogue, à te présenter un personnage, et par la mise en scène, par les plans qu'il va utiliser, les travelling,
l'angle des caméras et son montage, il te raconte vraiment une histoire, un peu comme la BD qu'il adapte, quoi. C'est très séquencé comme une BD. C'est-à-dire qu'en 4-5 plans, tu comprends ce qui s'est passé sur les 12 heures, tu vois. C'est vraiment, le gars est trop fort pour faire ça. C'est vraiment des meilleurs pour faire ça. Et on voit cette scène de préparation. Et le film va commencer à s'emballer un petit peu. Et on va beaucoup voyager dans le film, parce qu'il se passe à Paris, il se passe aux États-Unis dans 2 villes différentes. Et on va avoir d'autres pays aussi. Parce qu'en fait, il traque les gens qu'il veut tuer. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est la première fois de la carrière de Fincher, il me semble, où il va utiliser la caméra épaule. Fincher, c'est un gars qui est connu pour être extrêmement perfectionniste. Alors il y a des gens qui lui avaient demandé en interview, est-ce que votre personnage vous représente pas un peu, parce que là où ce gars est très perfectionniste pour tuer, vraiment tout est carré, Fincher a une réputation presque de tyran sur ses plateaux. Bon, c'est pas un monstre, hein, mais il est tellement perfectionniste qu'il a déjà demandé à des caméramans de refaire 100 fois un plan de route identique parce qu'il aimait pas telle voiture qui est passée là à tel moment, la feuille ici elle était pas bien, tu vois, le gars il est fou, il est malade quoi. Du coup, il veut que son plan soit parfait. Et ce film, c'est ça. À chaque microseconde du film, tu ressens qu'il n'y a aucun plan qui est laissé au hasard. Tu sais, c'est pas le gars qui pose sa caméra et dit « Oh, ça rend bien, vas-y, on laisse ce plan. » Non, lui, son plan, il a dessiné 8 jours avant, sur 8 papiers différents. Il a sûrement imprimé ça en 8K. J'exagère, mais le gars, son plan, il est là parce qu'il a voulu qu'il soit comme ça, au millimètre. Et c'est ça que j'adore chez Fincher. Et il utilise beaucoup les travelling et les trépieds. Fincher, c'est un gars, dans aucun de ses films, tu verras une caméra... comme ça à l'épaule en train de se promener, c'est toujours je pose un trépied, je mets la caméra, c'est droit, je fais un travelling avec un petit tramway, je fais un travelling horizontal, un zoom, un dézoom, il est très carré dans sa réalisation justement. Et là il utilise de la caméra à épaule. J'ai appris que la caméra à épaule avait été faite en post-production, c'est-à-dire que le gars a quand même fait du trépied, mais il a rajouté des tremblements au montage pour faire genre, c'est tellement il est obsessionnel de ces plans carrés. Et du coup, il y a une scène de baston au milieu du film qui est une des meilleures que j'ai vues depuis longtemps, vraiment, dans un film d'action, la scène, elle est vraiment incroyable. Et le film va se dérouler, la fin est simple, le scénario est simple, là-dessus, je vais vraiment pas critiquer les scénarios, parce que je comprends pourquoi c'est simple, parce que c'est pas ce que Fincher a voulu montrer. Je voulais m'interroger sur un dernier point. Avant, vraiment, je vous conseille de voir le film. De toute façon, je vais pas m'attarder dessus 1 heure, mais le film est très bon. Regardez-le, c'est sur Netflix. Vous allez passer un bon moment. C'est un très bon film de David Fincher. C'est indéniable. Il y a un truc qui m'a un peu marqué, et j'ai 3 théories dessus. Il y a énormément de placements produits dans le film. Vraiment, quand je dis énormément, c'est énormément. Vous avez McDo, Uber Eats, Hertz, les voitures, Amazon et plein d'autres marques de smartphones, de montres et tout qui se baladent. Ce qui est intéressant, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est Netflix qui a imposé ça à Fincher, il a rien pu dire. Si c'est Netflix qui a imposé ça à Fincher et il a retourné à son avantage pour le propos de son film, ou si c'est Fincher qui a une idée brillante de faire une critique là-dessus et qu'il a proposé à Netflix, ils ont dit bah oui vas-y ça fera plus de thunes. Après c'est bizarre de voir du placement produit Amazon dans une série Netflix. Je vous explique. C'est vrai que c'est pas commun. Ouais. En fait, je pense que j'ai compris un peu ce qu'a voulu faire Fincher. J'ai lu quelques petites théories qui allaient dans ce sens-là. C'est que Fassbender, dans le film, le personnage principal, c'est un gars qui est en dehors des codes, il est en dehors de la norme, il est en dehors des masses. Il est obligé par son métier, il doit être complètement invisible. C'est-à-dire qu'on le voit dans le film, il a une mallette avec 40 000 passeports, il change d'identité tous les jours, le gars. Parce qu'en fait, on lui dit tu dois tuer un gars à Paris. Le lendemain, t'es à Montpellier pour buter Lazaretto, et le jour d'après, tu vas à Los Angeles pour tuer Elon Musk, tu vois. Le gars, il est tous les jours, il a une nouvelle cible, donc le gars, il voyage tout le temps, il prend des passeports différents tout le temps, il change de fringue tout le temps. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que pour tuer ses cibles, il va utiliser toutes les marques qu'on voit dans la série. Quand il va dans un pays étranger, il doit prendre une voiture chez une location de voiture, parce qu'il n'a pas le choix, il va pas avoir sa propre voiture dans un garage. Quand il a besoin de bouffer et être discret en planque, il va prendre Uber Eats parce qu'il peut pas sortir. Quand il a besoin de commander un truc très vite sur Amazon pour verrouiller ou crocheter une porte, il le fait sur Amazon. Et en fait, du coup, le film, c'est un petit peu bizarre parce que le mec veut être en dehors des normes et des masses totalement, mais il est comme toi, comme moi, comme tous les gens du chat, il est quand même broyé par le capitalisme et les services qui sont autour de nous. Il est obligé de les utiliser pour, justement, pour faire son métier. Alors qu'on pourrait penser que c'est un gars qui s'affranchit de tout ça, et en fait non, c'est pour montrer que ce genre de merde, tous ces produits, ça atteint tout le monde. Et dans un autre sens, que tous les gens qui se sentent en sécurité à cause de ces technologies se font tuer par ces technologies parce que c'est ce que lui utilise pour les atteindre. Il va atteindre Amazon pour crocheter une porte, il va utiliser Hertz pour se rapprocher de plus vite, avoir des belles bagnoles et tout. Et du coup, il y a un peu ce truc où tu dis, il y a du placement produit, mais tu peux un peu le tourner en mode, est-ce qu'il n'y a pas un message malin derrière ?
Tu vois, pour te dire qu'en fait finalement il est comme tout le monde, le gars, il a accès à tous ses services, tout le monde peut les utiliser pour faire de la merde avec. Et j'ai trouvé ça assez fin finalement, et les placements produits sont pas non plus putassiers, vous avez pas des ralentis sur Brad Pitt dans je sais plus quel film de zombie qui est en train de boire son Pepsi en gros plan avec limite la petite perle de glace sur la canette et tout, on n'est pas à ce niveau là, mais il y a quand même du placement produit. Il faut savoir que les films de Fincher coûtent très cher, et je pense quand même que Netflix a profité de ce petit truc pour se faire un peu plus de pognon pour produire le film. Mais ça va pas du tout vous gâcher le plaisir de regarder le film, parce que comme je le disais, la réal, elle est au-delà du phénoménal, et je pense même que c'est peut-être un des films de Fincher les mieux réalisés, je trouve, de sa carrière. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup amusé dans ce film-là. Il a réutilisé un peu toutes ses mimiques de tous ses films. Il a innové avec des nouveaux types de plans, des caméras épaules, etc. Et vraiment, je vous jure, le film est court, il fait moins de 2 heures. Vraiment, si tu le regardes, Fuenza, là, bientôt, tu vas voir. Tu penseras quand je te dirai là, à quel point la réal, elle est ultra carrée. Et c'est du vrai langage cinématographique. C'est ce que j'adore avec Fincher. Vous pouvez enlever tous les textes du film, vous comprenez ce qui se passe. C'est juste du langage de cinéma et rien d'autre. Et moi, c'est ça que j'adore au cinéma. Après tout, c'est un langage de l'image. Donc si t'as besoin d'avoir 40 000 dialogues pour qu'on comprenne ce qui se passe, pour moi, déjà, il y a un problème dans le média. J'adore les films bavards, sinon j'aimerais pas Tarantino, mais je veux dire, c'est que c'est quand même à la base un art visuel. Donc si ton visuel raconte pas l'histoire et que c'est que les textes et les dialogues, est-ce que finalement c'est un vrai bon film, tu vois ? Je sais pas. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire sur The Killer. C'était un peu long, désolé, mais tout ça pour vous dire que le film est dispo sur Netflix. C'est le dernier film en date d'un des réalisateurs les plus importants de ces 20 dernières années. Regardez-le, il est vraiment cool, vous allez passer un bon moment. Il est pas trop gore, il est violent parce que c'est quand même un tueur à gages qui tue des gens, mais il n'y a pas des scènes horribles de gore, de corps déchirés, etc. On n'en est pas là. Il est quand même violent, hein. C'est quand même un film d'un tueur à gages qui fait une vengeance. Mais vous allez voir que c'est vraiment une expérience. Et je finis sur un dernier point, la musique est signée, comme d'habitude avec David Fincher depuis Social Network, Trent Reznor et Atticus Ross. C'est la BO qu'on entend au fond là en ce moment, elle est un peu basse. Ça rajoute une ambiance au film qui est, comme d'habitude avec Reznor, hein, c'est... Waouh, ça te plonge dans l'ambiance, c'est ténébreux, c'est froid, ça enrobe l'image, c'est de la musique qui vraiment enrobe l'image, et c'est un bijou ce film, donc vraiment regardez-le. Regardez The Killer, voilà, l'émission s'arrête ici. Bonne soirée, non je rigole bien sûr, parce qu'on va passer C'est cool, hein, ça va être vachement bien. Ouais, déjà, au dispo Netflix, moi ça m'arrange bien, je te cache pas. Mais oui, c'est bien. Parce que vu que j'ai que Netflix chez moi. Ouais, voilà, c'est bien. Et le type de profil, ouais, je te disais, ça me rappelle un peu Léon. Enfin, tu sais, ce genre de profil, tueur à gages, un peu froid, mais sur lequel tu arrives un peu à t'attacher et qui rend le personnage hyper charismatique, tu sais, dans les manières de. J'ai complètement oublié qu'en fait, le biais du scénario, comme tu dis, c'est qu'à partir du moment où il va commettre cette première erreur. Alors que c'est un gars qui est très carré, tu vois, il dit ne réfléchis pas, ne penche pas, fais tes trucs et tout. Il va commettre cette erreur, il va mal tirer en fait, il va rater son tir, vous allez voir ce qui se passe dans le film, c'est vraiment le tout début. Et à partir de ce moment-là, il va faire que des erreurs. En fait, tu vois, c'est genre, c'est son humanité qui reprend un peu part en lui, parce que cette erreur, c'est un peu sa part d'humanité qu'il avait perdue, parce qu'il peut se tromper comme tous les humains en fait. Et du coup, il va petit à petit retrouver un peu d'humanité. Et potentiellement peut-être de l'empathie, vous verrez dans le film, mais en tout cas c'est un petit peu ce que raconte le film aussi. Mais encore une fois, je vous dis, le scénario il est c'est ça, hein. C'est vraiment pas un film à scénario, c'est un film à ambiance, un film à réalisation et un film d'expérience, et je trouve incroyable là-dedans quoi. Si vous voulez vraiment un Fincher avec un vrai scénario, vous avez Gone Girl, vous avez Seven aussi, hein. Vous avez surtout Zodiac, voilà. Mais là c'est vraiment un film, c'est vraiment cool, okay. C'est vraiment cool. Et l'acteur principal, Michael Fassbender, c'est ça, hein, là je vois il a joué dans Assassin's Creed apparemment en 2016. Alors, je sais pas ce que vaut le film. Il était éclaté. Mais en fait c'est un acteur que j'adore, mais qui est un peu dans des rôles de merde. Il était dans Prometheus de Ridley Scott, qui est une bouse infâme. Et il a une apparition, je pense, dans Inglourious Bastard, je crois, il me semble. C'est marqué. Il me semble que oui. Rapide, oui, il faisait un lieutenant. Ouais. C'est Tarantino. Lieutenant. Moi, le dernier bon film que j'ai vu de Fassbender, c'était Steve Jobs de Danny Boyle. Il joue Steve Jobs et c'est incroyable. Et après, il a pas fait des films qui m'ont marqué. Mais c'est un acteur qu'on n'avait pas vu depuis un moment, hein. Enfin, il a sorti 2 films cette année, il a pas des gros rôles dedans. Mais sinon, il était dans le dernier X-Men.
Et puis après, Alien Covenant qui est regardable. Et puis voilà, c'est pas un acteur très prolifique, Fassbender, mais là, dans ce rôle-là, je vois pas qui aurait d'autres aurait pu faire ce rôle en fait. C'est ça qui est cool. Ouais. Donc ça, c'est stylé. Donc voilà. J'espère que j'ai donné envie. De toute façon, à la fin, vous pourrez voter pour ce qui vous donne le plus envie. Oui, tout le monde est chaud là. Si ça te va, on va passer à ton œuvre. Hein. Ouais, bah ouais. Je laisse en parler. Je lance on va envoyer sur de la musique. Hein. Je lance le son et puis Ça je mets marche. ta scène. Hop. Bim. Ok. Bah, du coup, on va faire la transition d'une série, enfin film, à un album hip-hop, mais pas que. Il y a du rap, il y a de la funk, il y a de la soul, il y a du future beats. Il y a pas mal de genres mêlés. Donc Alta, qui est un groupe qui a été créé en 2016 de mémoire, qui est plutôt assez récent. Création faite par deux gars, donc un américain et un français. Donc Vincile, qui est en fait un producteur assez historique, on va dire, qui produit depuis des années et des années, qui était notamment MC et qui était rappeur dans le groupe Hocus Pocus, pour ceux qui connaissent, qui est un groupe nantais de rap des années début 2000 jusqu'à fin 2000, début 2010 je crois, 2015, un truc comme ça, du coup une collaboration avec J. Medeiros, qui est un rappeur de Los Angeles, qui appartient aux The Percussions, qui est un groupe de rap plutôt très 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 peu connu, très très peu exposé aux États-Unis. Ils ont sorti pas mal de projets, mais toujours assez dans l'ombre, tu vois. Et en fait, ces deux mecs-là, ils avaient collaboré ensemble à l'époque sur le premier album de Hocus Pocus, 73 touches de mémoire, sur un titre en particulier, et ça marchait plutôt bien. Donc du coup, les mecs se sont dit, let's go, vas-y, on va essayer de tenter une approche en binôme, de faire un projet, plusieurs projets. Et en fait, c'est comme ça que c'est né. Depuis 2016, ils sont en train de commencer à monter une petite carrière. Là, ils en sont au 4e album. Au 5e, pardon. Mais là, celui dont je vais vous présenter ce soir, c'est le 4e album. Il est en 2 parties. En fait, la 2e partie est sortie en mois de septembre. Et celle que je vous présente ce soir est sortie au mois de mai. Et c'est celle que j'ai le plus écoutée cette année. Donc voilà. Les deux parties sont sorties, ok. Parce que du coup, j'écoutais que la 1. Ouais. Ah, cool ça. Ouais, okay. C'est ça. La 2 est cool aussi. Je l'ai moins écouté, tu vois. Ça m'a plus percuté la part 1 à ce niveau-là. Et donc du coup, c'est leur 4e projet. Au niveau des sonorités, donc je disais, c'est forcément un peu hip-hop, puisque le mec a un flow plutôt très tranchant, ciselé. Il a un timbre de voix assez nasillard, tu vois. Ça peut rappeler par moments Eminem. Mais bon, on est quand même loin d'Eminem. Pas forcément en termes de qualité, je parle pas par rapport à ça, mais en termes d'identité. Et puis on a Vincile qui est pour moi hyper sous-coté en termes de production. Le mec fait des sons de malade. Et cet album, en fait, qui est plutôt court, vu que c'est une première partie, comporte 8 titres. Et du coup, j'ai proposé de diffuser le premier titre de l'album, qui est plutôt très rentre-dedans, hein, ça rentre dans le buffet pas mal. C'est, on va appeler ça un banger, on va dire, pour parler comme les jeunes. Mais ouais, très très bon morceau. Ça m'a bien accroché. Après, j'ai écouté la suite du projet, ça m'a tout de suite plu. Vous avez dedans des titres qui vont osciller entre du très rap, du boom bap, mais aussi un titre plutôt soul funk. À la fin de l'album, vous avez une track qui est plutôt deep house. Ça pourrait peut-être plaire à Gunter. Et voilà, donc n'hésitez pas, soyez curieux. Il y a peut-être une track ou deux qui va vous plaire dans le projet, ou peut-être l'intégralité, je sais pas. Pour ceux qui en tout cas sont curieux, ou qui aiment le hip-hop de manière générale, qui sont ouverts à différents styles de musique. Yes, on va écouter un extrait. Hein. Tu m'avais dit Optimum, c'est ça que tu voulais écouter? Ouais, Optimum, ouais. Ça ouvre l'album et voilà. Bonne écoute. Je vous balance sur une scène d'écoute de pop, c'est une nouveauté. Maintenant, on va écouter un peu de musique dans pop. Je vous mets sur la scène, je balance le morceau, il dure 3 minutes. Donc voilà, si vous trouvez ça horrible, restez quand même jusqu'à 3 minutes. Si vous kiffez, écoutez le reste. Moi, j'ai adoré le morceau Can't Slow Down, j'en parlerai après. Balance le morceau Optimum de ce magnifique album tout de suite et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. I am the one that optimum. I got the drum, I got the drop on 'em. I got the lock, stock, and barrel on top of them. I got the chopper for the block, they knocking on.
Chin chin, I ain't drinking, that's a sober. Napping, I come rapping with these po bars, raving. Eh ben, salut potes. La vieille émission pourrie. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais les covers, tout ce qui est couverture d'album et tout, il fait ça aussi lui-même. En fait, le mec, il a fait les beaux-arts. Il a fait un cursus dans les métiers de l'art et il fait tout, il dirige tout ce qui est design, etc. Ah, un peu comme Linkin Direction Park, quoi. artistique. Même moi, les groupes qui ont leur DA en interne, enfin, des membres et DA, c'est C'est stylé cool. comme Massive Attack. C'est un gros aussi. plus. Hein. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et le mec était aussi, il était aussi DJ chez C2C. Donc un groupe que beaucoup de gens connaissent sûrement. Ils ont pas mal cartonné pendant une certaine période. Ils ont Ça a fait été pas mal court, de hein, tubes. C2C, parce que je sais que Ouais, mes potes qui écoutaient beaucoup ça, ils m'ont saoulé avec C2C pendant 1 an. Mais vraiment, ils écoutaient que ça toute la journée. Ouais. Et ils étaient passés au rock en scène, on était passé devant rapidement. Et les mecs sur scène, c'était n'importe quoi ce qu'ils faisaient. Genre, ils étaient en train de scratcher à 4 là, ils se passaient les disques et tout. je comprenais rien. Et après, ça, genre, finito en même pas, j'ai trop rapide quoi. C'est trop bizarre. Je sais pas Ils expliquaient qu'en fait, ils ont fait beaucoup de tournées et ils voulaient faire un break tout simplement. Et c'est pas arrêté complètement, ils ont juste stoppé. Mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les gars. Et puis, comme ils viennent en fait ils viennent des battles DJ, ces mecs-là, tu vois. Ils faisaient les tournois internationaux. ils ont gagné. de MC, quoi. Ils ont gagné 4 ans d'affilée le championnat du monde par équipe. Ouais, putain. Ouais, les mecs sont super forts. Et C2C, ça veut dire coup de crosse. Pour ceux qui savent pas, ça fait référence au crossfader, tu vois. Quand tu mixes, quand tu scratches en fait. Ok. Moi, je croyais que c'était customer to customer. Le mec est dans le business. Con. Ah ouais, coup de cross, d'accord, c'est marrant. C'est même pas de l'anglais en fait finalement. Même pas. Ouais, mais je sais que ça avait vraiment tout le monde parlait que de ça. C'est 2012, ouais, alors la rapose. Ouais, il y a une période vraiment à l'apogée, quoi. Ouais. 2012, ils avaient sorti le P Down the Road. Ah, c'est ça, Down the Road, ouais. Okay. C'est ça qui a fait beaucoup de et vues et d'écoutes. Tether fort, je sais pas comment on prononce, comme Tetris, mais avec un 4. Tether fort. Ouais. Toujours des noms. D'ailleurs, je recommande C2C si vous connaissez pas, et allez écouter leur EP qu'ils ont sorti avant l'album. Je trouve que l'EP est mieux que l'album. Ah bah c'est Down the Road du coup. Sorti après. Ouais. Down the Road. Ok, bah merci pour cette découverte. C'est cool. Ouais. Moi, je vous conseille vraiment l'album. Moi, j'écoutais Can't Slow Down. Je trouve l'intro. Je vous la mets un petit peu là. Je la mets un peu plus fort. Là, je trouve que ça fait très C2C l'intro de. Ouais, tu ressens un peu de technique de prod, tu vois. Et je trouve le slow down, il fait très Eminem. Ah, c'est vrai. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte comme ça, mais c'est des morceaux, je pense à la production. Les mecs qui te découpent des samples, ils te rajoutent des trucs, il y a 46 couches dans le morceau, je pense. Et c'est vraiment hyper bien fait, quoi. Ils sont forts. Hein. Là, on voit que la prod, elle est méga propre. Tu sais où c'est mixé en France? C'est mixé au States? Alors ouais, c'est produit intégralement dans son home studio à Nantes. Le mec, il fait ça chez lui. Il a juste une petite chambre, une pièce, tu vois, il fait ça avec le mec. Comme quoi, ils enregistrent tout là-bas. Les home studios, quand tu sais faire, t'as un peu de thunes. Tu peux te faire des c'est fou, hein. Des prods divines, quoi. Les MPC, un clavier MIDI, c'est bon, hein, pour les jeunesses. Ouais, t'as des groupes qui vont... dans le rock, c'est un peu plus compliqué, parce que capter des instruments analogiques, il faut quand même des bonnes conditions de lieu, etc. Mais c'est vrai que tu dis, il y a encore une époque, on devait aller à l'autre bout du monde, dans les meilleurs studios, pour avoir un rendu moins bon que celui-là, c'est fou. Hein. Ouais, c'est clair. Mais c'est cool, merci beaucoup pour cette découverte. On mettra les liens dans la description de ce podcast ou de la vidéo YouTube avec l'album complet qui est sur YouTube. Et on vous encourage bien sûr, si vous aimez la Zik, à toujours, si vous le pouvez, acheter le support physique ou l'écouter sur les plateformes légales. Mais en tout cas, c'est sur YouTube, c'est cool pour découvrir. Et voilà, merci beaucoup monsieur. Si tu veux, on peut passer à la troisième œuvre. Et oui. J'y switch tout de suite. Quelle œuvre? Quelle œuvre? On va parler d'un jeu complètement indé. Non, on va parler de Street Fighter 6. Alors pourquoi on vous parle de Street Fighter 6 ce soir? Alors déjà parce que, comme je le disais en début d'émission, ce soir on se focalise sur des trucs sortis en 2023 et que on va quand même se l'avouer, qu'on aime ou pas le jeu de baston, il y a quand même un jeu qui a marqué cette année vidéoludique. Il y a des jeux qui ont marqué cette année et Street Fighter 6 en fait clairement, alors vraiment clairement partie.
Moi, je suis pas un gros doseur hein, de jeux de combat. Moi, je m'y suis remis. Moi, j'ai grandi avec Street Fighter 2. J'adorais à l'époque sur ma Mega Drive, qui était un jeu incroyable, que j'ai encore la cartouche. J'aimerais bien le relancer des fois, mais le 2, voilà, un jeu qui m'avait marqué quand j'étais gamin avec mon daron et mon cousin quand il venait à la maison. Ensuite, j'avais un peu rejoué au 4 avec des potes quand j'étais étudiant, mais rapidement, parce que j'aimais pas trop la DA du 4 et la musique, je trouvais ça horrible. Le 5 pas touché du tout, et c'est pendant le Covid que je me suis vraiment remis avec Silver de la team. On s'est remis à Grand Blue, on s'est remis à Guilty Gear, etc. Et j'ai retrouvé l'amour du jeu de combat, et bien sûr c'est à ce moment là que commençait à voir les trailers de Street Fighter 6, et j'étais comme un fou, je dis le prochain Street Fighter, je m'y mets, ça a l'air trop bien. Et le jeu est sorti, et moi je me suis pris vraiment une claque tout de suite. Je trouve le jeu il est vraiment globalement très réussi. Alors le problème des jeux de combat, c'est que peut-être qu'à l'instant T il est réussi, que dans 2 ans il sera nul à chier. Ça, malheureusement, on peut pas prévoir, mais à l'heure actuelle, le jeu fonctionne très bien selon moi, et surtout je trouve que c'est un jeu qui a vraiment réussi à marquer l'événement dans la communauté de niche qui est le jeu de combat. Je trouve que beaucoup de gens qui ne parlent jamais de jeux de combat, que je parle dans les streamers, les influenceurs ou même des potes autour de moi, étaient intéressés de tester le jeu, ont pris la démo, ont commencé quand il me demandait est-ce que tu pourrais me le prêter, etc. Parce que il a eu un bon marketing, je pense déjà. Et surtout, ça a beaucoup fédéré, et la qualité du jeu a tout de suite parlé d'elle-même. Et moi, c'est vraiment quand je voyais Kayane ou Monsieur Karaté jouer, voilà, pour les gens que j'aime bien suivre dans le versus, que je me suis dit, il y a un truc, je voyais les gens à fond des fois dans le chat, et Kayane, il suffit de voir Kayane, un message sur 2 dans son chat, c'est des gens qui disent j'aimerais bien me mettre à Street 6, je connais pas trop les jeux de combat, qu'est-ce que tu conseilles? Et tu fais c'est cool putain qu'on ait ça. Et comme le dit Gunter dans le chat, effectivement je suis assez d'accord avec toi, l'intelligence d'avoir ajouté les contrôles modernes. Il faut savoir que dans Street Fighter 6 vous avez les contrôles classiques, donc c'est les contrôles qu'on a depuis la Super Nintendo, c'est beaucoup de quarts de cercle, il y a des nouveaux coups mais c'est beaucoup à base de quarts de cercle, demi-cercle avec votre joystick, et des combinaisons de touches avec petit, moyen, grand pied et petit, moyen, grand point. Voilà, c'est un jeu à 6 coups, je crois qu'on dit, c'est ça, c'est un jeu à 6 coups. Et vous avez maintenant les commandes modernes qui vous évitent de faire des quarts de cercle, des Z avec votre stick, parce que c'est des trucs qui sont très durs à maîtriser quand on connaît pas le jeu de combat. Il faut vraiment beaucoup s'entraîner, et maintenant vous pouvez faire pareil juste avec vos gâchettes, quoi. Et du coup ça fait que beaucoup de gens qui avaient peur un peu du côté exigeant du pad ont pu se mettre à Street 6 et tout de suite être très bon au jeu. Parce que le jeu n'interdit pas des classiques de jouer contre des modernes et vice versa. Donc vous pouvez vraiment arriver en classé en mode moderne. Les gens qui jouent en classique sont souvent de mauvaise foi et disent je me suis fait éclater par un moderne, c'est le jeu, on savait que ça allait se passer comme ça. Mais globalement, quand tu es en moderne, tu gagnes quand même les vraies sensations d'un jeu de combat qui sont pour moi la lecture de l'adversaire, la connaissance de son personnage, la bataille de pensée, comme on dit en français. Le mind game, etc. Donc c'est ça qui est cool dans Street 6, et je vois aussi beaucoup de pros jouer en moderne, et ça c'est cool, j'en ai vu pas mal sur Twitch aussi qui essaient un peu le mode moderne et qui trouvaient ça quand même cool. Donc c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Et du coup, je voulais parler avec toi, Fuenza, parce que moi je vous dis, le jeu je l'aime bien. Je suis pas monté plus loin que le rang or parce que je suis pas très bon, mais je joue beaucoup en solo parce que le mode solo est très cool, j'y reviendrai un peu après. Mais du coup, je voulais en parler avec toi, qui est un peu un gros doseur de jeu de combat, qui est quand même. Je crois que t'es quoi? T'es platine 2, platine 3? Raconte-nous un peu ton platine 2, ça va, on va se calmer quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. Après, je sais pas, toi t'en as pensé quoi? C'est quoi ton expérience sur le solo déjà? On va parler du solo déjà. On peut en parler du solo. Moi, le solo, c'est un truc que je trouve toujours raté dans tous les jeux de combat que j'ai fait. Je trouve que les modes solo, c'est souvent, tu sais, comme sur les bandes d'arcade, tu fais 10 adversaires et puis voilà, t'as la cinématique de fin. Guilty Gear Strive, ils ont même pas fait de mode solo, ils ont dit c'est un mode cinématique MDR. Donc tu te fais chier. Et là ils ont fait une espèce de une petite map en ville où tu crées ton avatar, t'es level 0, tu vas te battre contre des paysans, des habitants. Et des paysans aussi d'ailleurs. Et j'adore parce que tu t'approches d'eux, tu leur fais un gros high kick dans la gueule. Le combat c'est vraiment Street Fighter. En fait ils ont pris le sens super réel de la bataille de rue. Ils ont dit ok, tu te bagarres avec tout le monde, tu croises un gars, coup de poing, ça déclenche un combat. Et ça t'apprend tes mécaniques
avec le perso que tu t'es créé, donc tu peux vraiment te créer un perso qui a la pire gueule, comme tu peux faire un perso méga stylé comme Counter Strike par exemple, et tu peux l'habiller, le customiser comme tu veux, donc t'as un petit côté RPG, un petit côté Yakuza aussi, la manière dont on se déplace dans la ville et on fait des petites quêtes annexes. Et moi j'ai trouvé ça super fun. Bon, je vais pas y jouer 20 heures en mode solo, attention, je trouve que c'est pas non plus c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde, mais ça a le mérite d'être un peu plus accueillant qu'un menu où t'as se battre contre quelqu'un, se battre contre une IA, et puis quitter le jeu, tu vois. Ouais. C'est un petit peu plus Ils ont accueillant. vraiment, Ouais, ça c'est ouais, cool. ils ont vraiment une prise de risque en fait, parce que, enfin, moi je trouve ça vraiment bien qu'ils aient tenté un open world, un petit open world, tu vois, à leur façon. Et c'est une grande première en fait dans les jeux de combat, parce qu'il n'y avait jamais eu ça auparavant, de mémoire. Après, je connais pas tous les jeux de baston, mais il me semble pas. Et je pense que c'est vachement bien pour avoir une porte d'entrée pour des gens qui sont vraiment extrêmement loin de ce genre de jeu, qui peuvent se dire ah ouais, c'est stylé, il y a un open world, tu peux te balader librement, tu peux taper les PNJ sur le trottoir, tu vois, tu peux te mettre un shirt, te mettre n'importe quoi, c'est stylé en vrai, tu vois. Moi j'ai lâché 35 heures dans le solo et j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais, 35 heures, ah ouais, donc, faudrait que je reprenne un peu. Ouais, À 15 je l'ai heures. pas fini, je l'ai pas fini. Ouais, et puis il faut voir s'ils le mettent bien à jour aussi, ça peut être cool, parce qu'en fait on rencontre aussi les personnages emblématiques de Street qui vous donnent des quêtes, vous pouvez devenir ami avec eux, ça fait augmenter des quêtes d'affinité avec eux. Bon, il y a plein de petits trucs, des mécaniques d'RPG déjà vus, mais qui fonctionnent bien. Et le jeu est très beau aussi, on peut parler de sa DA, moi la DA je la trouve vraiment, vraiment belle. Je trouve que tout ce qui est animation en combat, ça match parfaitement, c'est ultra fluide à lire. En fait ils ont réussi à rajouter beaucoup plus d'animation que les autres Street tout en gardant la lisibilité d'un Street. Je trouve ça cool. Après, il y a le problème de Counter. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Je crois que tu faisais un peu partie des gens qui trouvaient que des fois c'était un peu surpété comment ça s'appelle le coup où tu break l'adversaire là, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, les mécaniques du jeu, tu veux dire? Ouais. Ouais, bah après, on peut parler. Alors moi, pour la DA, j'aime beaucoup aussi. Je vais finir sur la DA. Ouais, la DA, je la trouve vachement bien. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir Street 5, ce qui avait été fait. Tu prends le Ken de Street 5 et le Ken de Street 6. Mon gars, il y a un boulevard. Hein. Ah, moi, et franchement, ils reviennent de loin, les gars. Ouais. Moi, j'aime bien ce Ken baroudeur, là, le Ken un peu rédemption. Ouais. Baroudeur, il est stylé. Mais oui, je suis d'accord. Franchement, très très cool. Ouais, et puis il y a le côté vieillissement des persos, tu vois, je trouve Chun-Li, elle a jamais été aussi magnifique que dans ce jeu, quoi. Chun-Li en mode 35 ans, tu vois, un peu plus âgé, qui s'est posé aussi dans son story et tout. Je trouve qu'il y a vraiment un gros travail fait sur nos personnages ont vieilli, c'est plus les mêmes, ils ont un peu changé aussi et tout, ça fonctionne bien, parce que c'est quand même une licence qui a 30 ans, 25 ans. C'est cool. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est bien, et je trouve ça cool parce que, en plus, c'est vrai que souvent... ils ont tendance quand même à faire des persos, tu vois, qui peuvent avoir la trentaine ou la quarantaine, et t'as l'impression qu'ils ont 22 ans, 21 ans. Ouais. Du coup, tu te retrouves à jouer avec une gamine, tu vois, et bon, bref, après, c'est vrai que ouais, là-dessus, ils ont quand même bien taffé, et ouais, on parlait, je sais plus quoi là, juste avant, des persos, c'est ça? Des persos, après, au niveau du cast. Moi, ça c'est par rapport au point négatif que j'ai sur le jeu. C'est la grosse disparité qu'il y a sur l'ensemble du cast. Les nouvelles mécaniques qui sont assez discutables, je trouve, tu vois. Ah, voilà. Et qui rendent l'ensemble un peu. Je vais pas dire que c'est un jeu mal équilibré, je veux dire que c'est un jeu qui est mal déséquilibré. Parce qu'un jeu de combat, ça devrait être déséquilibré. Oh, ça sera dans les annales, cette phrase. Mais attention. Mais en fait, ça doit. Et je pense qu'ils doivent. Là, actuellement, l'état du jeu, pour moi, il est pas très clean. Et ils doivent en fait améliorer ça et rendre le jeu mieux déséquilibré que ce qu'il ne l'est actuellement. Il est trop déséquilibré actuellement. Il y a trop de problèmes pour moi, tu vois. C'est mon avis. Après, il y a des personnes qui diront peut-être l'inverse. Il y a des pros qui pensent en ce moment aussi que le jeu est dans un état un peu compliqué au niveau compétitif. Moi, je suis pas un compétiteur, tu vois. Donc, à la limite, moi, si ça me pose problème, j'arrête de jouer. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu gagnes ta vie avec ça, c'est plus compliqué. Et du coup, ouais, c'est des gros problèmes à ce niveau-là. Street Fighter, le problème, c'est que tu as des persos qui ont des projectiles, d'autres qui n'ont pas de projectiles. Et les nouvelles mécaniques du jeu, c'est quoi? C'est le burn-out, par exemple. Quand tu as plus de ressources, tu es en burn-out. Si tu mets ta garde et on te tape dans ta garde,
avec des coups spéciaux, attention, des coups spéciaux particuliers, on va te gratter de la vie. Jusqu'ici, pas de problème. T'es au corps à corps, tu tapes le gars et tout, tu profites de l'avantage, le mec il est en burn-out, tu l'agresses. Par contre, quand tu joues un perso qui n'a pas de projectile, qui doit se rapprocher, et que le mec en face, il a un perso de type JP, JP, le cancer du jeu. JP, jury, DJ, Ken, ce que tu veux. Ouais. Tu vois, toi, t'es à l'autre bout de l'écran, t'es en burn-out, et le mec, il va te zoner. C'est normal, il va pas prendre de risque, il va te zoner avec des boules. Toi, tu ne peux pas te mettre la garde parce que tu vas te faire gratter, tu vois. Et sans projectile en burn-out, c'est extrêmement compliqué de se sortir du jeu, quoi, dans le jeu. De s'en sortir, on va dire, convenablement. Et il y a d'autres choses comme ça qui sont un peu problématiques. Et notamment le drive rush, qui pour moi est une bonne mécanique en soi, mais elle coûte trop peu de barres. En neutral, je parle. Neutral, c'est une section. T'as 6 sections de ressources dans le jeu. Un drive rush en neutral, c'est une barre de ressources. Et en fait, tu peux trop abuser de ça. Et en fait, ça casse le neutral. Et Street Fighter, c'est l'essence même du neutral, en fait. Du neutral game. C'est se jauger with punish, tu vois, quand il y a un coup qui est mis dans le vent, etc. Ouais. Et avec le drive rush, bah, t'as la possibilité d'arriver tout de suite dans les pieds de l'adversaire. Et en gros, toi, ce que t'as à faire, c'est de vider, en fait. Je déchoppe pas. Je mets la garde, je mets pas la garde. Il y a un drive impact, il y a pas de drive impact. Il y a une super, il y a pas une super. Il y a trop de choses à penser, tu vois. C'est trop fort, en fait. C'est trop fort. Ouais, je sinon, vois ce que tu veux dire. Les idées sont intéressantes, tu vois, mais ouais. Ouais, de toute façon, c'est le problème d'un jeu de combat, c'est que le jeu était bien. Il y a peut-être des phases, des fois, ouais, quand il y a des nouveaux persos, où ça casse un peu l'équilibrage. Et je pense la grosse complexité pour eux, c'est d'avoir un jeu qui est toujours intéressant pour les pros. Sachant que tu sais, quand tu sors un perso, tu redéséquilibres tout le jeu. C'est un enfer, je pense, à gérer un jeu de combat à long terme. C'est compliqué. C'est très dur, ouais. Tu dois écouter les gens, mais en même temps pas trop, parce que les gens, est-ce qu'ils ont toujours raison, tu sais pas trop non plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, tu vois, c'est ce que Gunter dit là. Gunter dit dans le chat, faut autant penser aux mécaniques du jeu qu'aux mécaniques de ton perso, qu'aux mécaniques de l'adversaire. Et ça, en fait, ton cerveau il bouillonne. Donc ça en soi, c'est pas un problème, c'est sympa, tu vois. Du coup, c'est ce qui te, comment dire, c'est ce qui rend le jeu de combat intéressant. C'est que de toute façon, dans un jeu de combat, t'as le cerveau en ébullition, faut penser à tout, tu vois. Et là, le problème, c'est que les drive rush sont pas les mêmes entre les persos. C'est-à-dire que tu peux prendre, je parlais de Manon parce que j'ai joué Manon. C'est pas pour me plaindre, hein, je prends un exemple. Et tu prends Jury, tu prends DJ, qui ont les meilleurs drive rush du jeu. Tu prends le drive rush de Manon, mais y a un boulevard, tu vois, ça n'a rien à voir. Et j'ai joué par la suite, moi, Rachid. Rien qu'en jouant Rachid, qui est pas un perso top tier forcément trop dans le jeu, qui est plus bon, qui est plutôt mid même bon, j'ai senti grave la différence et je m'en sortais beaucoup mieux dans le jeu. Donc, ouais, il y a beaucoup de problèmes, quoi. Mais sinon, le jeu est super cool à jouer. Ouais, moi, mon petit niveau qui veut pas aller dans le gros compétitif, je sais que je lance de temps en temps 1 ou 2 fois par semaine et je prends mon pied sur quelques matchs sans trop me poser ces questions-là, mais je pense que ouais, c'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui dose un peu plus. Et c'est un avis que j'ai retrouvé aussi chez des gros streamers, donc ouais, à voir comment le jeu évolue. En tout cas, là, c'est quoi le prochain perso prévu là ? Ils ont déjà annoncé les... Le prochain, c'est Ed. Et ensuite, on aura Akuma. Ah ouais, Akuma. Normalement. Akuma, c'est mon perso, ça. Le Akuma qui risque d'être pété, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, il est souvent pété dans les Street Fighter en général. Akuma, il est stylé. Et c'est un DLC, donc bon. Moi, j'attends et Vega. Et sinon, moi, j'ai pas... Putain. Ah, Vega. Vega, je suis pas sûr qu'ils le remettent. Hein. La possibilité, mais bon. Il n'est pas extrêmement joué. Et ouais, mention pour le mode training qui est hyper carré, qui est le meilleur mode training sorti sur un jeu de combat pour moi. Ah ouais. Lui, il est incroyable, là, tu peux tout faire, il y a toutes les options, c'est compréhensible. T'as les légendes, on t'explique tout, t'as le lexique jeu de combat, t'as tout à ce niveau-là. Le rollback netcode qui est très bon aussi, j'ai jamais eu de soucis. L'optimisation sur PC, ouais, ça, elle est incroyable. Pour un sortie de jeu japonais à aussi grosse échelle, je trouve qu'ils ont vraiment enfin, putain, un jeu sort, il n'y a pas trop de problèmes de serveur, voire pas du tout, c'est quand même applaudissons quoi. Ouais. Je veux dire, putain, Guilty au début, mais c'était un cauchemar. Les jeux Arc 6 en général, ils ont beaucoup de mal avec ça.
Mais là, Quand ouais, tu devais te connecter au début sur les serveurs sur Guilty, ça mettait ah une là bombe, là mon là gars. là. Bah là, Street 6 dès le début, bon, je pense qu'ils ont mis énormément de thunes et tout. Mais c'est cool, là, pour moi, ça fait partie du succès du jeu aussi, quoi. C'est que quand t'as des gens qui achètent un jeu, ils font une bêta gratuite, ça marche pas, et ils reviennent pas dessus. Ils se disent, c'est bon, cassez-vous, mettez ma thune ailleurs, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un bon point, ouais, les serveurs. Et comme tu dis, le mode training, ouais, moi, je l'utilise pas comme toi, mais j'ai vu que tu pouvais vraiment dire au mec d'en face, fais tel coup en boucle, tu peux voir vraiment les frames. À pixel Ouais, près, tu peux tout c'est faire. fou. Ouais, c'est fou. Tu peux produire n'importe Ouais. quelle situation. Ça, Tout c'est te cool. permet. Et puis aussi le rematch qui est extrêmement rapide quand tu joues en ligne. Ouais, c'est cool. Ça. C'est pas de Y'a chargement. pas ce putain d'aigle dans Guilty. Chaque fois, t'as ce putain Ouais. d'aigle qui vole. C'est un rendez-vous. Avec le même riff C'est de vrai. gratte. Ouais. Et puis Mais, mode moderne qui est trop bien aussi pour les nouveaux joueurs et même pour les joueurs pro parce que t'as beaucoup de joueurs japonais en compétitif qui jouent en moderne Ouais, et j'ai les vu mecs ça, qui ouais. sont top du ladder et tout. Donc, Ouais, puis je pense que c'est pas. De toute façon, ce que je disais, hein, pour moi, c'est pas un mode moderne classique. C'est pas ça qui fait que tu vas être plus avantagé ou pas, hein, c'est ta lecture du jeu et ta compréhension des Non, persos et comment tu t'adaptes en moins d'une seconde à la situation que t'es en train de vivre pour retourner le truc. Et ça, c'est juste une question d'input. Après, est-ce que ton input c'est un plus complexe ou pas? Je pense que c'est cool, moi, le mode moderne, je trouve ça. Je vais peut-être Ouais. essayer un peu. En fait, moi, je voulais pas tester le mode moderne parce que j'ai peur de perdre mes réflexes que j'ai mis du temps à apprendre sur les autres jeux de combat. En même temps, je Ouais. me dis, bon, un quart de cercle, je saurais le faire maintenant, tu vois, y a pas de problème. Donc, je sais pas. Attention, tu peux mixer mode moderne et mode classique. En fait, tu peux jouer en moderne, mais quand même utiliser les motion input Ah, c'est pour, cool ça. Ok. pour un Hodoken, tu vois, par exemple, pour un dragon. Ok, à voir. J'essaierai. Ce qui va te poser problème, c'est de te réadapter en fait à la configuration du moderne, tu vois. Et C'est toi, un peu alors, plus, tes top 3 persos, alors, avant d'arrêter sur Street? mes top 3 Ouais. de personnages, tu veux Ouais, dire ouais. Alors top 3 persos les plus forts du jeu ou les top 3 Non, ceux que tu ce préfères je kiffe jouer le plus toi, ceux que tu préfères jouer toi, ouais. Bah, top 1, ouais, c'est Rachid. Je suis tombé amoureux du perso. Le Rachid. feeling, il est incroyable. Stylé de fou. Ça, il saute partout, il bouge vite. Le perso, je le trouve attachant, il est marrant, tu vois. T'as la level 2 en tornade, c'est trop fun à jouer. Bref, Rachid, Manon, j'ai bien aimé, tu vois. Je joue pas souvent des choppers et en vrai, elle est plutôt cool. Ça apprend bien le neutral et tout. Ça t'apprend à pas faire de conneries. Ça t'apprend à jouer avec les projectiles, à esquiver les projectiles, tout ça. Donc, c'est un bon perso, un peu dur pour à la longue, tu vois, mais pour débuter, pour comprendre les bases du jeu, c'est pas mal, je trouve. Et puis en feeling, Ryu. En vrai, Ryu, c'est classique de fou, cool, mais ouais. c'est efficace, tu vois. Ça fait le Bah, café. c'est la valeur sûre. Hein. Franchement. Puis toi, c'est quoi ton. Je sais que t'es à Chun-Li, mais. Bah moi c'est Chun-Li parce que j'adore ce perso depuis que je suis tout petit. C'est un petit peu la maman que j'ai jamais eue. C'est bizarre. Non, j'adore Chun-Li. Je trouve. En fait, je trouve depuis que je suis gamin, je trouve le perso, elle a trop la classe quoi. Les coups qu'elle fait, les moves et tout. Et j'aime bien la jouer, même si c'est un perso un peu complexe pour mon niveau, mais j'adore vraiment la jouer. Après, mon deuxième perso préféré, je pense, c'est Aki, parce que j'ai vraiment beaucoup joué ces dernières semaines et je trouve elle est Ah oui, trop c'est bien. vrai que tu m'en à avais jouer, parlé, Aki. ouais. Elle est trop bien. Et en troisième perso du cœur, c'est Camille, mais bizarrement, je l'ai quasiment pas joué dans Street 6, faut vraiment que je la taffe un peu. Et Dalsim, que je trouve vraiment très dur à jouer dans celui-là, par contre. Donc je dirais Chun-Li en 1, Aki, peut-être Rachid, je l'aime bien aussi, en vrai, il pourrait peut-être venir dans le top 3. Mais Finalement, t'es plutôt perso assez atypique, hein, parce que ouais. Dalsim, ouais. c'est atypique. Tu vois, Chun-Li, bon, c'est particulier aussi. Hein. Dalsim, je jouerais pas dans ce jeu, clairement, je trouve le perso stylé. Je jouais beaucoup dans le 2, mais là, j'arrive pas. Donc en vrai, je dirais Kimberly, je l'aime bien aussi, mais j'ai pas assez joué. Je dirais quand même Chun-Li, Camille, Aki, mon top 3. Ouais. Ou Rachid, je sais pas. Rachid est stylé aussi. On peut pas avoir le même Rachid. Sinon, ouais. Voilà. Il est vraiment stylé Rachid, Ok. c'est un bon perso. Donc voilà. En tout cas, on vous conseille, pour ceux qui ont déjà Street 6 comme Gunter qui va faire des games ce soir, amusez-vous. Ceux qui hésitent encore avec Street 6, alors c'est vrai que c'est un petit peu, on pourrait parler vite fait du modèle économique des jeux de combat que je trouve désastreux aujourd'hui. C'est quand même des jeux assez chers. Là en solde à 34 balles, mais ça reste cher pour tester un jeu quoi.
Donc essayez de voir si vous pouvez jouer en remote play avec des potes sur PC. Essayez de voir si vous pouvez jouer chez des potes pour tester. Mais par contre, c'est un jeu que je trouve qui est pas frustrant. Vraiment, quand vous arrivez dessus, on vous accueille bien. Il y a plein de petits trucs à faire en solo très marrants pour se mettre dans le bain. Et il y a plein de modes pour s'amuser sans forcément être dans la compète. Ça, c'est cool. C'est ça pour moi qui me manquait dans beaucoup de jeux de combat. Donc, vous allez dans le Battle Hub, vous lancez un mini-jeu sur une borne avec un pote. Peut-être plein de mini-jeux et tout, c'est vraiment fun. Ils ont vraiment fait pour que ce soit accueillant pour les nouveaux et que ça reste très exigeant pour les pros. Et pour moi, c'est le parfait équilibre pour qu'un jeu fonctionne bien. Et ne jouez pas à Luke, s'il vous plaît, je vous en supplie, il est abominable, il est horrible. Je pense que j'aime beaucoup le jeu, la DA du jeu, mais lui par contre, ils l'ont vraiment mis en avant. Même, il est sur la pochette quand même, mais c'est le perso que vous voyez là, il est horrible. Il est horrible, C'est pas là, le style, hein, c'est Marissa, la grosse catcheuse là. C'est du niveau de Tekken. Lui là, il est abominable, c'est vraiment Jean-Kevin du dojo quoi. Ne jouez pas ce perso s'il vous plaît. Je vous en supplie, respectez-vous et respectez-nous. Voilà. C'est Ken 2023, c'est vrai, mais Ken est plus stylé, il a baroudé. C'est ça. Voilà, donc attendez des promos aussi, il tombe souvent en solde le jeu. On pourrait parler là, tu vois, par exemple de Grand Blue, le prochain Grand Blue qui sort là. Ils ont fait une version gratuite du jeu. Qui va être disponible tout le temps. C'est juste qu'il y a 4 persos en roulement. Alors, je sais pas si ça sera toutes les semaines, tous les mois. Mais ça vous permet d'avoir le jeu gratuit, jouer avec vos potes. Vous êtes juste limité à 4 persos et les persos vont changer. Et je trouve que là, on touche déjà un truc plus intéressant en termes de modèle économique. C'est-à-dire que les gens qui veulent jouer au jeu, de toute façon, ils vont l'acheter. Ça, ils savent que c'est déjà garanti. Et ça peut emmener, s'il y a un joueur sur 100 qui prend la démo, qui dit « je me suis amusé pendant 2 heures, je prends le jeu complet », ils auront vendu plus de jeux que n'importe quel mec qui met son jeu à 60 balles et que personne va tester. Donc je trouve que déjà, ils ont un bon moyen d'avoir un peu des joueurs. Ouais, donc, c'est un roulement, si je dis pas de conneries, c'est toutes les semaines. T'as 3 persos qui tournent et t'as le perso Gran, qui est de base, c'est un peu le Ryu quoi. Gran, il est fixe, je crois que lui il est fixe en fait. Sur on en parlera de ce jeu, de toute façon je le testerai, on te laissera quand il est magnifique. Je pense que je le prendrai donc voilà. Mais cool, merci beaucoup, je voulais en parler avec toi, donc on a fait un petit tour, en tout cas on vous conseille, un très bon jeu qui a marqué l'année pour moi, dans vraiment un des jeux importants de 2023, et du versus gaming tout court, parce que c'est quand même la licence la plus prestigieuse de ce genre-là, je pense, quand même Street, quoi qu'on en dise, et même si on a eu d'autres sorties, on a eu MK1, on a Tekken 8 qui arrive, c'était une belle année en termes de jeux de combat, mais Street Fighter quand même quoi, qui ne connaît pas Street Fighter, même nos darons connaissent, alors bon voilà c'est quand même vraiment une belle licence et je trouve qu'ils ont fait un très bel opus avec le 6 et je pense qu'il va durer, j'espère qu'il va durer, mais beaucoup de Capcom en tout cas, très beaucoup de leur part. Voilà, je pense que tu veux qu'on passe à ton œuvre 4, ta deuxième œuvre de la soirée. Je vais vous finir sur un deuxième album. Un deuxième album, alors là c'est du vieux avec du neuf, plutôt une sortie de 2002. Enfin, c'est un album qui a été produit en 2002, 2004 je crois, qui est sorti en fait cette année. Alors en gros, l'album c'est Born Again du duo Danger Mouse et Jiminy. Donc Danger Mouse, je vais commencer par le début. Danger Mouse en gros c'est un DJ producteur américain qui en fait a produit dans sa vie 2 albums. 2 albums studio, donc en 2003 et en 2004. Avant ça, ce mec-là s'est fait connaître en fait en sortant en fait un album qui s'appelle le Grey Album, qui en fait mixait des acapellas du Black Album de Jay-Z et du White Album des Beatles. Il a pris les 2 albums, il les a mixés, il a fait un melting pot avec. Et en fait, il s'est fait remarquer par une personne du nom de Damon Albarn, qui l'a remarqué. Donc Damon Albarn, qui est le producteur et la grosse tête de Gorillaz à l'époque. Et en gros, il a vu le truc, il a dit ouais putain mais mec, ton projet c'est trop stylé, tu mixes trop bien les trucs, machin, c'est trop cool. Bah viens, vas-y, on fait un truc ensemble, tu vois. Où lui, Danger Mouse, il se dit bah vas-y, ok, let's go. Et à cette époque-là, on est post 2003. Pré 2003, pardon. Et du coup, il se met à travailler sur l'album Demon Days de Gorillaz. En
fait, Damon Albarn lui dit bah écoute, viens faire la production sur Demon Days, qui est en fait l'album, un énorme album de Gorillaz qui est très très connu. Je sais pas si c'est le meilleur, on peut dire que c'est le meilleur album de chez eux ou pas, je sais pas, moi je l'adore énormément. Lequel, Bref, pardon Demon Days. Ah oui, oui. La fameuse pochette, tu sais, avec les 4 persos là. C'est son plus grand classique, je pense, mais. Ouais, c'est ça. Et du coup, à la suite de ça, donc le gars commence à rentrer un peu dans l'industrie plus fortement. Il se met à collaborer avec MF Doom. Donc MF Doom, gros MC, gros producteur aussi, d'origine londonienne, anglaise, mais qui était installé aux États-Unis à l'époque. Il recollabore avec Damon Albarn. Et après, il se met à collaborer avec un nouvel artiste qui est, je vais l'appeler Pity, parce que je suis une merde en anglais et je sais pas dire Black Thought, Pensée Noire en fait en français, qui est un membre des The Roots, qui est le membre fondateur des The Roots, avec Questlove. Du beau Vous gratin. connaissez peut-être Questlove. Ouais, voilà. Questlove, en gros, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ce gars-là, c'est un batteur qui a un afro avec un peigne africain, tu vois, et il est souvent présent dans les late night shows de Jimmy Fallon. C'est celui qu'on voit le plus même. Ouais, c'est ça. Donc ce mec-là, c'est un gars des The Roots. Black True aussi, c'est un mec des The Roots. Et en fait, Danger Mouse se met à collaborer avec Black True en 2003. Ils sortent un album qui s'appelle Cheat Codes. Sauf que l'album, il était enregistré, il est jamais sorti. Et ils l'ont sorti en 2022. Voilà. Donc il y a eu 20 ans d'écart. On va dire 19 ans d'écart de sortie. Ah ouais. J'ai découvert en fait cet artiste-là, Danger Morse, l'année dernière avec cet album-là. J'ai pris une grosse claque et tout. Et cette année, il se trouve qu'en fait, il a sorti un nouvel album également, qui est cet album dont je vais vous le présenter. C'est Danger Mouse et Jimmy D. En fait, Jimmy D, c'est un rappeur new-yorkais. Ils ont collaboré ensemble, pareil à l'époque, en 2004. Et l'album, il est jamais sorti à l'époque. Et ben, lui, Danger Mouse, tu vois, c'est le mec qui fait des putains d'albums. Et il les sort jamais, tu vois. et 20 ans après, il pop les trucs comme ça. Contrairement à Coldplay qui font des albums de merde et les sortent toujours. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, j'ai écouté cet album cette année et j'ai même énormément écouté. Et au niveau des sonorités, c'est assez hip-hop, mais il y a beaucoup de soul dedans. Le mec qui rappe, en fait, il raconte un peu son passage en prison de l'époque, du coup. En fait, c'est une fausse sortie 2023, on va dire. Hein. L'album, il a plus de 20 ans, mais il a extrêmement bien vieilli. Et je voulais vous faire écouter ça, j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, donc c'est hip-hop, plutôt plus hip-hop que Alta qu'on écoutait tout à l'heure. Mais c'est Born Again voilà. que tu voulais écouter, le morceau Born Again. Born Again. Allez, Ouais, on se lance sur la scène d'écoute et on vous retrouve juste après. Profitez, enjoyez, comme disent les jeunes. You got to find your voice. You got one life to live. Live it, you got to make your choice. Or you could be locked in, boxed in to what the next nigga doing. Or you could be true to you and do you, like I'ma be true to me and do me. Have you ever in your life been a part of something so right that you feel like you're born again? Born again, born again, born again. C'est vrai que quand tu m'as envoyé les morceaux, j'ai dit mais attends, c'est pas sorti en 2023 son truc, il se fout de ma gueule de Fufu. Et en vrai, effectivement, comme tu dis, t'as dit c'est 2004, c'est ça à la base? Ouais, 2004, ouais, moi c'est pas, j'étais méga surpris. Hein. L'album, franchement, ça pourrait sortir aujourd'hui, tu vois. Ouais. Tu sens que c'est un peu, ouais, c'est new-yorkais quoi. Ah, tu c'est sens très roots, hein, new-yorkais, c'est ouais, mais ça vieillit bien, je trouve, tu vois. Et, je je sais pas, The Big Kewski qui demandait avec qui il avait collaboré aux vocals, je sais pas du tout. Je sais pas, je connais pas du tout les noms des autres artistes. Mais ouais, Pop de l'herbe, ça ressemble un peu. Il y a peut-être des similitudes. C'est pas Orelsan, aucun rapport. C'est Orelsan. Non, mais en vrai, moi je trouve que c'est le hip-hop qui a le plus de charme à cette époque-là. Là. Ça, c'est vraiment, je trouve, le mixage, les sonorités, ce côté, ça, je trouve ça trop de charme. Et je vous conseille vraiment d'écouter tout l'album. J'ai écouté ce matin aussi. Le morceau d'après qui passe en fond, là, All High, il est incroyable aussi. Donc ça, c'est... Et la pochette, elle suit. Hein. Voilà, la pochette est magnifique. Elle m'a vendu du rêve, la pochette, quand je l'ai vue. Je sais pas si c'est fait sous IA ou si c'est une vraie. Tu sais, je me suis dit, putain, ça ressemble à une pochette, une cover d'IA faite sous IA, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais t'as un peu une peinture. Plutôt cool.
Et du coup, son album d'avant... Ouais, il avait fait un album Cheat Code en 2022 et un Kiwanuka en 2019. Ouais. Donc il est quand même assez prolifique, c'est juste que cet album-là était dans les cartons, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Ah, il a bossé avec les Black Keys sur l'album El Camino aussi, d'accord, ok. En fait, c'est un mec beaucoup de l'ombre, j'ai l'impression, qui a beaucoup aidé du monde à travailler avec des gens, mais... U2 Song of Innocence en 2014, ok. Leur pire album, mais c'est pas sa faute, j'imagine. Le dernier, The Gateway des Red Hot. Ah ouais, donc le gars quand même, ok. Non mais son nom me disait quelque chose, mais je savais pas qu'il avait autant bossé sur des albums de rock en fait, c'est assez ouf. Ouais. Donc le gars est très polyvalent. Mais du coup, en tout cas, ouais, cet album Born Again, je vous conseille vraiment dans le chat. Si vous avez aimé ce morceau, vous allez aimer tout l'album, je pense. Et je vous conseille aussi l'album qui est sorti l'année dernière, du coup, et qui est Cheat Codes. Cheat Codes, comme les jeux vidéo, Cheat Codes. Et là, c'est une collab avec le mec des The Roots, BT, là. Et trop bien l'album aussi. Dinguerie, ça. Je vais aller écouter tout de suite, je le mets dans ma liste sur iTunes. Et merci pour ces 2 découvertes. Danger Mouse, je connaissais un petit peu, le groupe de tout à l'heure, pas du tout. Mais je savais pas du tout que... Franchement, tu m'en aurais pas parlé, je serais complètement passé à côté de Born Again, quoi. Je savais même pas que c'était sorti... il a bossé avec Adele, avec A$AP Rocky, il a bossé avec tout le monde. Norah Jones, waouh. Ok. Avec Beck. Ok, un bon gars. Et Demon Days, album entièrement produit pour Gorillaz, putain. Incroyable. Ok, merci. Ça roule, c'est cool. De rien. C'est cool. Bah écoute, on va aller sur la scène finale. La scène du Talking. Hey. Donc je vais vous balancer un petit sondage pendant qu'on discute avec Fuenza. Faites 1, 2, 3, 4 comme d'hab pour savoir ce qui vous a le plus donné envie. Donc on avait The Killer de David Fincher sur Netflix parce que vous aimez les psychopathes. Le Curio Part 1, Nantes représente, album de hip-hop collab USA française que j'ai surkiffé. Je vais réécouter les albums demain. Vous avez la partie 2 qui est aussi sortie plus récemment, mais là on avait la partie 1. Street Fighter 6, un des jeux de combat de l'année, pourquoi pas même de la décennie si on poussait un petit peu. Je vais bourrer ma super. Born Again, qu'on vient d'écouter du futur dans le passé, un album de 2004 sorti en 2023, donc 20 ans plus tard. Et tout était bien, donc votez. Ça veut pas dire que les 3 autres sont nuls, c'est juste pour doser un petit peu la chronique qui vous a le plus plu. J'étais sûr que Gunter allait mettre la 4. Ouais, il a l'air d'avoir bien aimé le morceau, ouais. Et je pense que Gunter, dans l'album d'avant, de Alta, il y a des trucs que tu kifferais de malade. Genre le morceau Can't Slow Down, je pense que c'est pour toi aussi. Ouais, et le dernier album, le dernier morceau de l'album, ouais. Un peu deep house, tu vois. Jungle music aussi, un peu. Ouais, très stylé. En tout cas, merci. Donc moi, je vais te poser la dernière question que je pose à chaque fois. Tes attentes, nos attentes, on peut parler en même temps, hein, nos attentes là, 2023 était une belle année je trouve culturelle. C'est quoi tes attentes là? Là on est le 29 décembre. Qu'est-ce qui te plairait ça va pas être hyper original, je vais éviter de parler de Tekken 8 rapidement, mais Tekken 8, mais ça bon, vas-y on s'en fout. Après, en attente, cette côté jeu vidéo plutôt, moi la musique tu sais, je consomme un peu... comme ça, pas à l'arrache quoi, mais je regarde un peu les sorties au pif. Pifomètre comme ça. T'as raison. Au niveau jeu, Skate Story, c'est un jeu qui est sorti, qui est prévu pour 2024, il n'y a pas de date encore. Et c'est un jeu indé. Plutôt, plutôt original dans sa manière d'être visuellement. Et j'attends de voir ce que ça va être à ce niveau-là, comment ça va se passer exactement. Est-ce que c'est un jeu hyper narratif ou est-ce que ça va être un truc avec 2-3 quêtes par-ci par-là, mais c'est un jeu de skate, donc je suis ça de près. Il y a Skate aussi, il y a le reboot là qui est prévu. On n'a toujours pas de date, donc ça c'est des attentes, mais c'est des attentes lointaines je pense. donc voilà, et puis en lecture, j'ai pas grand-chose de spécial. Je vais déjà lire Jojo là et je verrai si j'ai des attentes pour m'acheter la saison 2. Elle est longue, hein. Là t'as l'arc court, mais dis-toi qu'après, si Jojo, l'intégralité de Jojo à l'heure actuelle dans le commerce, c'est plus de 100 tomes, hein. C'est comme One Piece. Donc c'est long, ouais. Très long. Mais après, si tu veux des scans, je connais un cousin scanner qui peut te les envoyer.
J'ai compris. Mais après, t'as les animés très bien sur Netflix aussi. Hein. L'animé a été rebooté en 2014, elle est très très propre. Je sais plus si c'est 2014, mais c'est très récent en tout cas. C'est très propre. C'est des belles attentes. Et toi, du coup Bah moi, toi, t'as des attentes, moi c'est n'importe quoi. Alors en musique, non, parce que c'était une grosse année 2023. Là, j'ai pas trop regardé ce qui sortait l'année prochaine. Il y aura sûrement il y a le nouvel album de The Smile en début d'année, donc le groupe de Tom York et Johnny Greenwood de Radiohead. Donc on va voir ce que ça donne. Depeche Mode, pas d'album prévu. Jack White, normalement non. Depeche Mode non plus. Depeche Mode non plus, qui est en boucle. Donc ça devrait aller. 2023, 2024, niveau musique. Beaucoup de concerts par contre que j'essaierai de faire. Niveau film, j'ai pas trop regardé ce qui allait sortir. Il y a Dune, bien sûr, le Dune hein, en mars, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. Et en jeu vidéo, c'est la galère parce qu'en février, il y a Grand Blue Relink que j'attends depuis 8 ans et demi. Ah oui, qui a l'air trop stylé. Il y a Persona 3 Reload, vous me connaissez, j'en dors pas la nuit, je compte les jours et les heures et les secondes avant ce jeu. Persona 3, qui est mon Persona préféré, qui est remaké, donc c'est pas un remaster, c'est vraiment un vrai remake avec le moteur de Persona 5, donc c'est juste sublime, ils ont refait tous les environnements, les décors, ils ont revu toute l'UI, les menus sont magnifiques, bref. C'est Persona 3. Ensuite, une semaine après Persona 3, il y a Yakuza, le nouveau Yakuza 8, mais c'est, je sais plus comment il l'appelle, mais j'appelle ça Yakuza 8, mais c'est le Like a Dragon 2, quoi, qui a l'air incroyable, qui se passe à Hawaï, j'en peux plus. Et après, fin février, il y a Final Fantasy VII partie 2, auquel je vais laisser une chance, alors que j'avais pas du tout aimé la première partie, parce que j'ai l'impression qu'ils ont corrigé tout ce qui m'a saoulé. Tu penses qu'ils ont amélioré un peu le... Bah moi je reprochais au premier d'être extrêmement fermé dans Midgar, là il s'ouvre un peu plus, il y a beaucoup plus de personnages, le système de combat a été revu, je le trouvais déjà très bien, c'est plus coloré, ça a l'air plus chaleureux, machin, et toute cette partie de l'histoire c'est ma préférée d'un FF7. Donc je me dis, il y a peu de chances que je trouve ça éclaté, sauf si vraiment ils continuent leur phase de, en fait t'es enfermé, c'est un couloir, tu peux pas revenir en arrière, visiter les trucs, et les quêtes annexes c'est retrouver 3 chats dans un jardin et tuer un rat quoi. mais on verra. Mais je vais pas l'acheter en priorité. Mais en tout cas, ouais, Persona 3, Yakuza et Relink, ça c'est Day One quoi. Ils ont l'air trop bien, tous les trois. Ouais, Relink, c'est vrai que je l'attends aussi, ouais. Surtout pour de la coop. Mais bah ouais. Et puis j'étais à 6 aussi, hein. Qui parle des attentes. 2025. Moi j'ai plein de potes, ils me disaient tu vas voir s'ils lancent le trailer là, c'est que le jeu il va sortir dans un mois. Je dis ouais, bien sûr. Allez. Ouais, je m'étais préparé, tu vois, j'ai regardé la sortie du trailer de GTA V à l'époque. Premier trailer est sorti je sais plus quand, et en fait le jeu est sorti 2 ans après. Bah oui. Et là c'est pareil, hein, tu vois. Et on va avoir un trailer dans 1 an, normalement. Un deuxième trailer. Les mecs ils balancent des trailers au pif comme ça une fois par an. Ils sont trop forts, ils font un tweet, ça fait 1 milliard de vues, ils ont même pas besoin de payer du marketing et tout. C'est Julien Chies qui le fait pour eux gratuitement, c'est ça qui est beau. Avec ses 8 vidéos. Putain. GTA 6, un trailer ce soir. GTA 6, le trailer a leaké. GTA 6, un nouveau trailer. Non, mais on peut prévoir les difficultés dans le monde du JV en 2025, mais alors GTA 6, il va tout éclipser, qu'on s'en rendra même pas compte. Je pense que Gunter, t'as raison, et je pense que de toute façon, les gros studios vont se prémunir de sortir leur jeu en même temps. Ce serait du suicide commercial. Ouais. Ça se voit déjà au cinéma. Hein. Y a beaucoup de sorties de films qui sont décalées pour éviter de sortir. Je me rappelle quand le dernier Avengers était sorti, tu regardais les sorties la même semaine, tu faisais ouais bon, personne s'est mouillé de sortir leur film ce jour-là, quoi, ce qui est normal. Mais GTA, c'est un peu ça dans le jeu vidéo. Je pense que j'ai hâte que ça sorte parce que je me dis que en fait ils vont mettre un échelon au-dessus, tu vois, en termes d'open world, je pense. Ouais. Et du coup toute la concurrence, ils vont pas avoir le choix. Ils vont devoir se mettre. Ils arriveront sûrement pas à faire mieux, tu vois. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu ce qu'a fait ils vont déjà arriver à monter un peu. C'est un peu le niveau, tu vois. C'est un peu ce qu'a fait le Zelda aussi, quoi. Le Zelda. Ouais, voilà. C'est ça. Il a dit maintenant l'open world c'est ça les gars, et depuis tout le monde s'en fout d'Assassin's Creed, tu vois. C'est ça. Par contre ce qui me fait peur avec Rockstar, c'est que ok, le jeu a l'air beau, il a l'air juste d'être un des plus beaux jeux jamais faits, ok, il va être incroyablement intelligent dans son propos, sa réflexion, la sociologie qu'il va montrer, ça j'ai aucun problème. Par contre faut qu'il fasse un effort sur le gameplay, parce que le gameplay de GTA V, déjà quand GTA V est sorti, j'ai fait ouais, ils ont pas trop fait d'efforts, c'est vraiment tu te caches, tu tires en mode Uncharted. Red Dead Redemption, ils ont essayé un truc où moi j'aime bien l'effet, le perso est très lourd, réaliste, mais je comprends que ça peut en dérouter plus d'un.
Et au bout de 150 heures de jeu, finalement, c'est les mêmes gunfights que GTA. Hein, c'est tu te mets à couvert, tu tires. J'aimerais bien que GTA 6, il y a un petit truc en plus, quoi, qu'on n'ait pas l'impression de jouer à GTA 5 avec des beaux graphismes. J'espère. Parce que déjà, GTA 5, t'as l'impression que tu joues à GTA 3 avec des beaux graphismes en termes de gameplay. Donc en vrai, tu vois, il y a du mieux quand même, mais. Oui, Oui, je vois ce que ouais, tu veux dire. c'est quand même les gunfights, c'est vraiment t'es à couvert, t'as de l'autolock, Voilà. tu tires, tu te caches. Bon, c'est pas non plus, tu vois. Mais on verra, hein, Ouais. même au niveau de la conduite, je pense qu'ils peuvent faire des trucs cool dans GTA 6. Moi, je prie pour avoir de la conduite de GTA 4. Ouais, elle était bien. Putain, Elle était elle bien. était incroyable. Elle était bien. Mais bon, je sais On pas s'ils verra. vont faire ça. Hein. On verra. Moi, si tu veux, j'ai une surprise. Là, on a le patron de Rockstar en ligne. Est-ce que vous voulez qu'on lui pose quelques questions? Non, je rigole. Allons-y. Hein. Yeah, allô. Parfait. Bon, bah merci beaucoup. En tout cas, on va. Bah, regarde, Pop, t'as vu comme c'est millimétré cette émission? On a 1,27. À chaque fois, on fait 1,30 pile. Donc, c'est vraiment c'est l'émission impeccable. la plus millimétrée du PAF. J'avais peur de pas tenir longtemps sur les albums parce que bon, à part dire ouais, écoutez, c'est bien. Si, c'est cool. Écoute, après, C'est le vrai truc, que- c'est faire découvrir. Hein. Mais bon, ça C'est va. sûr qu'on analyse pas Ouais. un album comme on fait un film où il y a des images, il y a des plans, il y a un langage. Là, c'est ça. juste. Mm. C'est cool. Moi, j'avais parlé d'Ultra à l'époque de Dépêche Mode, c'est pareil. Après, j'avais juste dit l'album a été fait sous coque, lol, on écoute un extrait. Voilà. Mais, C'est pas évident hein, de parler de musique, enfin de décortiquer, de parler d'un album. Bah, c'est pour ça que j'ai préparé un peu l'émission tu maintenant vois. pour qu'on ait au moins l'extrait. Parce que moi, pour Pop, pour Ultra, je l'avais pas fait. Pour déjà d'avoir l'extrait, ça te permet un peu de projeter les gens sur ce que tu vas présenter et parler du morceau après. Donc c'est cool. Mais en tout cas, GG, hein, c'était cool. Mais en tout cas, je m'a donné envie d'écouter les deux albums. Je pense que j'ai une petite préférence pour Born Again, mais je vais écouter aussi le Alta que j'ai écouté ce matin, que j'avais bien aimé. Mais Born Again, c'est 1000% ma cam, quoi. Mais les deux vont me plaire, je pense. Les deux vont me plaire. Et au niveau des votes, on en était où? C'est les votes. David Fincher qui a The Killer. gagné. Normal. Bah, ça Et a l'air les d'être deux bien The albums de Killer. musique. Je Ouais, vais The mater, de Killer, toute façon. vous allez kiffer. Faut que je Vous allez mate. kiffer. Vous allez kiffer. Mais si t'es chaud, on se fait la tier list là bientôt. Peut-être semaine pro ou dans 2 semaines. On se fait une grosse liste de tous les trucs de 2023. On classe tout, ça n'aura aucun sens. Ça va être trop drôle. Avoir Dépêche Mode à côté de Octopath Traveler 2, ça n'a aucun sens. Ça me fait rire. Et merci beaucoup, Fuenza, pour la participation. À 2, ça fonctionne bien, t'as merci vu à toi. quand tu auras Zouzou à 3, Ouais, ça va. encore plus Toujours stylé. un peu le stress quand même, tu vois. oui. Je suis plus stressé à présenter des trucs comme ça que de faire un stream à l'arrache. C'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est pas pareil, hein, faut préparer un peu. Pour l'épisode 100, on fera ça sur scène, à l'Olympia. Voilà. Ce sera stylé. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là. Aux viewers. Hein. Ouais, je vais clôturer le podcast si on reste un peu en ligne 5 minutes pour dire au revoir aux gens et discuter. Ouais. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'épisode 11 de Pop. On se retrouvera en 2024 pour l'épisode 12 qui sera la fin de la saison 1. Et on essaiera de faire un petit coup de fraîche sur la DA pour une saison 2. Et merci encore Fuenza. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? À toi l'honneur. Aimez les autres, aimez-vous. Voilà, super. Voilà, bonne c'est année, beau, bonne un santé, message d'amour. Et je pense que d'ici que le podcast y sort, on sera potentiellement en 2024. Donc si c'est le cas, bonne année à vous. Si c'est pas encore le cas, passez un bon 31 décembre. Moi je ferai rien cette année, mais je penserai à ceux qui s'amusent. Et je ferai un bon jeu vidéo, un bon film pour fêter ça. Des bisous à vous tous et merci encore Fuenza. On se retrouve pour l'épisode 12 très bientôt. Bye bye, à plus sur cette chaîne et celle de Fuenza, vous aurez tous les liens pour le suivre. Et Zouzou qui nous manque mais qui sera là sûrement à la prochaine. Des bisous à tous, bye bye, ciao ciao. Bisous, Voilà. bisous.